Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44, c'est le petit déjeuner politique de François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. On est à distance, on précise parce qu'on n'a pas les masques, mais on est à distance avec plexi et les fenêtres ouvertes. On précise tout ça. La France touchée par deux événements lourds, l'attentat de Nice et le pays sous cloche avec le reconfinement. D'abord l'attentat. Est-ce que la France, comme l'a dit hier Emmanuel Macron, c'est bien la France qui est attaquée ? C'est évidemment la France qui est attaquée. Et c'est la France dans ce qu'elle a oublié d'être, dans ce que nous n'avons pas su assumer pendant trop longtemps. C'est en quelques jours la France de l'instituteur et celle du curé. Et aujourd'hui, c'est avec cet attentat à l'intérieur d'une église, un signe très fort que les islamistes s'attaquent à ce qu'ils savent être la France. Le même Emmanuel Macron avait dit il y a quelques années, à l'occasion de son discours au Bernardin, que les racines chrétiennes de l'Europe ou de la France ne l'intéressaient pas. Moi, je crois qu'il est temps de redécouvrir que la France n'est pas une abstraction, que la France, c'est une identité, c'est une histoire, c'est un héritage, et c'est un héritage à continuer. Et si nous voulons le continuer et le transmettre, il va falloir le défendre maintenant contre ceux qui veulent le détruire, parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Oui, parce que c'est ça, c'est l'autre symbole de l'école, la laïcité. Là, c'est donc la religion chrétienne frappée. Week-end de Toussaint, est-ce que vous attendez une mobilisation aussi des catholiques dans les églises quand même ce week-end, malgré ça ? Et malgré le confinement? Pas seulement des catholiques, je pense que tous les Français doivent se sentir concernés. Tous les Français doivent se sentir concernés. Que l'on soit chrétien ou non, on ne peut qu'être touché par ce qui vient de se produire et on ne peut que redécouvrir que ce qui est attaqué, encore une fois, c'est la France. Quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre croyance, nous avons aujourd'hui le devoir de défendre ce qui fait notre lien commun, ce qui fait la force d'une civilisation. J'ai beaucoup parlé de cette question de civilisation au cours des dernières années, parce que je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui, elle est née d'abord de ce déni de réalité qui est un déni de soi. C'est parce que nous n'avons pas su aussi donner la France à aimer, parce que nous n'avons pas su nous aimer nous-mêmes, parce que nous n'avons pas su assumer ce que nous sommes, que nous avons laissé la place à cette idéologie mortifère qui a conquis de toute évidence le cœur de beaucoup de jeunes Français et qui se retourne aujourd'hui contre la France, qui fait aussi que nous sommes détestés par ces gens parce que nous n'avons pas su dire ce que nous avions à donner, à aimer. Nous sommes détestés par ces gens parce que nous-mêmes, nous avons commencé par dire que nous étions détestables. Et c'est, pardonnez-moi d'y revenir, mais c'est encore une fois le président de la République qui avait dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est le président de la République qui avait accusé la France de crimes contre l'humanité. C'est au-delà de sa personne depuis qui ne peut que susciter la haine que les autres ont de nous-mêmes. Bien sûr, il faut combattre l'islamisme. Bien sûr, la France n'est pas coupable de ce qui lui arrive aujourd'hui, mais on ne pourra combattre l'islamisme efficacement que si on sait retrouver la force de cette identité, de cette culture, de cette civilisation, de cette manière de vivre qu'il faut défendre enfin maintenant une bonne fois pour toutes, qu'il faut assumer et qu'il faut pouvoir partager. François-Xavier Bellamy, le président de la République justement appelle à l'unité. Est-ce que vous lui répondez oui, il doit y avoir cette unité, ou est-ce que c'est un peu trop tard? Évidemment, il faut que nous soyons unis autour de ce qui fait la France, je le redis, mais cette unité ne veut pas dire l'uniformité, et elle ne veut pas dire le silence, et que le président de la République ne compte pas sur nous, qu'il ne compte pas sur moi, pour nous laisser réduire au silence par une fausse injonction à une espèce de concorde nationale qui ne serait rien d'autre que la suppression des voix qui osent parler de ce qu'il est urgent de faire. Et notamment, maintenant, passons aux réponses, parce que les mots ne suffisent plus. Maintenant, il faut agir. Il faut enfin que le gouvernement se donne les moyens de lutter efficacement contre tout ce qui menace aujourd'hui la sécurité des Français. Quoi? Ça passe par quoi d'abord? Et je crois que la première de toutes les réponses, c'est évidemment de réinvestir dans la police, dans la justice, pour garantir que partout sur le territoire national, les lois soient appliquées. Ça ne sert à rien de faire de nouvelles lois sur ce qu'on appelle pudiquement le séparatisme. Il faut commencer par faire appliquer les lois qui existent. Et puis le deuxième aspect qui est crucial, c'est qu'on ne parviendra jamais à relever le défi énorme de l'intégration qui est devant nous, à relever le défi de reconstruire une communauté nationale. On ne relèvera jamais ce défi si on ne met pas fin maintenant au flux migratoire délirant qui entre toujours dans notre pays et qui nous empêche évidemment de traiter ce défi de l'intégration. Le communautarisme, ça passe par quoi? Parce que c'est l'Europe, quoi.
Ce jeune Tunisien, il est passé par Lampedusa il y a quelques jours et il est arrivé en fait à Nice, quoi. C'est l'impuissance de l'Europe. Vous avez raison, il y a une impuissance européenne qu'il faut évidemment traiter. Ce qui signifie, je l'ai dit pendant toute la campagne, et nous continuerons d'y travailler tout au long de ce mandat, mais c'est une urgence absolue que personne ne doit pouvoir s'établir en Europe, entrer en Europe s'il n'y a pas été autorisé légalement. Comment se fait-il que ce Tunisien arrivé illégalement à Lampedusa n'ait pas été retenu à la frontière de l'Europe pour être immédiatement reconduit en Tunisie? La Tunisie, qu'on le sache, n'est pas un pays en guerre. Ça n'est pas un pays dans lequel les droits de l'homme sont bafoués. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui arrive de la Tunisie soit éligible à une forme de solidarité qui lui vaudrait d'être accueilli quand il a forcé la porte. Il faut maintenant que ceux qui rentrent illégalement en Europe soient immédiatement reconduits. J'étais tout récemment en Grèce dans le camp de migrants de Moria. On voit bien que notre impuissance, elle est aujourd'hui à la source des drames que nous connaissons, tels que celui que nous avons connu. Mais il y a aussi, pardonnez-moi de le dire, il y a aussi une responsabilité immense de notre gouvernement, de nos gouvernements depuis des années, depuis des décennies maintenant, qui ont fermé les yeux sur les conséquences dramatiques de cette immigration massive, sur le communautarisme qu'elle ne pouvait pas ne pas produire, et sur évidemment la violence à laquelle elle débouche aujourd'hui. Et le gouvernement actuel a porté cette immigration légale en France. Et ça, c'est sa décision, et c'est pas l'Europe. Le gouvernement actuel a porté l'immigration légale à des niveaux qu'on n'avait jamais connus depuis des décennies. Pourtant, il y avait une volonté de reconduite à la frontière, quoi, bien sûr, mais qui se heurte aussi parfois à des réglementations. Est-ce qu'il faut revoir justement nos lois ? D'abord, je ne parle pas de reconduite à la frontière, puisque c'est l'immigration légale. 300 000 titres de séjour légaux délivrés dans notre pays en 2019. Je ne cesse de le répéter parce qu'il faut que les Français comprennent. 300 000 titres de séjour, c'est presque l'équivalent de la ville de Nantes qui s'installe en France. Comment voulez-vous, alors que dans notre pays, vous avez des quartiers entiers où on ne parle pas le français, alors que dans notre pays, vous avez des quartiers entiers où la loi de la République n'est pas appliquée, alors que dans notre pays vivent des îlots entiers de gens qui ne se reconnaissent pas de la culture française, de la civilisation européenne, comment voulez-vous que nous réussissions à vaincre ce danger majeur de la fracturation de notre société si nous ne mettons pas fin immédiatement à ces flux migratoires? Donc moi je le dis très simplement, je l'ai répété pendant toute la campagne européenne, je le redis aujourd'hui, il faut mettre fin. Vous n'aviez pas été entendu, il faut mettre, c'est la raison pour laquelle je ne me tairai pas. Je veux bien qu'on s'unisse autour de la France et pour défendre la France, mais je ne me tairai pas parce que je crois qu'il est urgent maintenant qu'enfin on puisse traiter ce problème. Qu'est-ce que ce Tunisien faisait là? Hier, peut-être l'avez-vous su, un Afghan a failli causer le même drame à Lyon où il se déplaçait avec un couteau prêt à passer à l'acte. Cet Afghan était entré illégalement sur le territoire français. Il était connu des services de police pour radicalisation. La semaine dernière, il avait été arrêté pour avoir attaqué un policier. Qu'est-ce qu'il faisait à Lyon, en centre-ville, libre et prêt à tuer? Mais c'est de la folie furieuse. Jamais dans l'histoire un pays ne s'est laissé attaquer avec une telle passivité. Jamais on a vu un État aussi peu capable d'assumer sa fonction première, qui est celle de protéger les citoyens. Et alors pour ça, il faut avoir une législation d'exception, comme le réclament certains. Mais il faut, encore une fois... Il faut adapter un cadre juridique, alors, non? Moi, je redis, encore une fois, le principal, c'est que la loi soit appliquée. Quelqu'un qui est entré illégalement sur le territoire français, vous n'avez pas besoin de changer la loi pour dire qu'il est illégalement en France. Appliquons la loi d'abord pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, si jamais nous sommes empêchés par des institutions supranationales, par des accords avec la CEDH par exemple, d'appliquer notre loi française et de protéger les Français, alors il faut évidemment ne pas hésiter à se donner les moyens légaux d'assurer la protection que nous devons aux Français et de garantir cette chose toute simple qu'on ne peut entrer en France que quand on y a été légalement autorisé. Et deuxième chose majeure, que par notre propre décision, nous pouvons choisir d'arrêter le flux massif d'immigration légale en suspendant par exemple de manière immédiate le regroupement familial. Je crois que c'est une urgence absolue aujourd'hui. Quand vous êtes attaqué, quand vous êtes en danger, vous commencez par vous donner les moyens immédiatement de maîtriser et de protéger vos frontières, et il est enfin temps que le gouvernement... Alors certains disent qu'il ne faut pas agir en fait sous le coup de l'émotion immédiatement sur un plan juridique, justement, sur l'état de droit et la législation. Il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion. Non, ça fait des années qu'on aurait dû agir. Alors, s'il faut des attentats pour nous réveiller, je suis le premier à le regretter. Mais enfin, j'espère au moins que ces attentats nous ouvriront les yeux. Si on ne se réveille pas maintenant, je ne vois pas quand on se réveillera. Et je vais vous dire, Patrick Roger, un pays peut commettre des erreurs irréparables. Un État peut se laisser détruire quand il ne sait pas réagir. Vous avez
aujourd'hui en France des bandes de Turcs qui descendent dans les rues pour traquer les Arméniens. C'était avant-hier à Dessines et à Lyon. C'était hier encore dans le centre-ville de Dijon. Notre pays peut très bien connaître des affrontements très violents si nous ne savons pas réagir à temps. Et le spectre des États faillis ne concerne pas que le monde au dehors des frontières de l'Europe. Il est possible de vivre en France une explosion de l'unité de la société française. Une guerre civile ? C'est le défi majeur. Une fracturation de la société française qui, évidemment, se dissoudra dans la violence, ne peut que donner lieu à de la violence à très grande échelle. Et je crois, encore une fois, qu'il est temps de prendre la mesure du danger. Et s'il a fallu des attentats pour nous réveiller, eh bien, réveillons-nous maintenant. C'est une guerre civile dont vous parlez. Mais je ne sais même pas quelle forme ça peut prendre, parce que dans une guerre civile, vous avez des camps constitués qui se battent. Aujourd'hui, je ne vois pas des camps constitués qui se battent. Je vois, dans cette église de Nice, d'un côté des gens qui prient et de l'autre des gens qui tuent. Ça n'est pas une guerre civile parce que les Français sont pacifiques, ils sont incroyablement respectueux, ils sont incroyablement résilients. Et d'ailleurs, c'est la démonstration absolue que ceux qui accusent la France de racisme et d'islamophobie insultent les Français au mépris de la réalité. Les Français subissent depuis des années des attentats islamistes. Il n'y a jamais eu de rétorsion, il n'y a jamais eu de violence en retour. Et puissions-nous rester dans la paix civile, puissions-nous conserver cette paix civile, puissions-nous faire en sorte que la grande majorité des musulmans dans notre pays qui veulent vivre paisiblement leur foi continuent de le faire. Bien sûr, je ne souhaite absolument pas de fracture violente, mais pour l'éviter, il faut, et c'est une urgence maintenant, que l'État joue son rôle, parce qu'à chaque fois que la force publique recule, c'est la violence vous êtes qui député gagne. européen, brièvement, François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'il faut sortir alors des traités, parce que vous avez évoqué ça tout à l'heure, est-ce qu'il faut sortir de certains traités européens ? Si la CEDH, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, si la Cour européenne des droits de l'homme nous empêche d'appliquer une politique migratoire efficace, alors bien sûr, évidemment, et je le disais déjà pendant la campagne européenne, il faudra s'affranchir de la CEDH, évidemment, sans aucune espèce d'état d'âme. Ça n'est pas la brutalité de l'État contre l'État de droit, c'est que, en fait, à un certain point, un ordre juridique contraignant peut vous empêcher tout simplement de faire appliquer des lois simples. Je ne vois pas ce que les droits de l'homme ont gagné dans l'incurie de l'État. Je ne vois pas ce que l'humanité, ce que la paix, ce que la dignité humaine ont gagné dans cette espèce de situation aberrante où, je le répète, un Afghan soupçonné de radicalisation qui a attaqué un policier se promène librement avec un couteau de boucher dans les rues d'une ville de France. Même à l'intérieur, avec le Conseil constitutionnel qui peut retoquer aussi des lois, quoi. En tout cas, il y a un danger qui a été pointé récemment par beaucoup d'intellectuels, de très brillants juristes. Je pense à M. Schuttel du Conseil d'État qui a publié un texte très important sur ce sujet la semaine dernière. Le grand danger, ce serait qu'à un certain point, un arsenal juridique trop contraignant empêche l'État d'assumer ses missions régaliennes fondamentales. Je ne suis pas de ceux qui accusent les juges de tous les maux. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait quitter l'état de droit. L'Europe et la France ont construit leur tradition politique sur l'idée que la loi prime sur la violence. Et je pense que c'est aussi ce qui est en jeu dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre l'islamisme. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, on assiste à une forme de dérive juridique et jurisprudentielle qui empêcherait l'État d'assumer correctement sa mission. Quand c'est le cas, eh bien, l'État doit reprendre son rôle, évidemment. Et si la CEDH nous empêche de le faire, il faudra quitter la CEDH. Mais je le répète, ça n'est pas aujourd'hui le premier problème. Et aujourd'hui, la première responsabilité, elle est dans la main du gouvernement et elle pèse sur les épaules du gouvernement. Et pardon de le dire, le Pakistanais qui a tenté de découper au couteau de boucher vos confrères journalistes rue Nicolas Appert à Paris il y a très peu de temps de cela, ce Pakistanais était arrivé en France sous le statut de mineur étranger isolé. C'est le gouvernement français actuel, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a décidé d'étendre les protections liées à ce statut et que chaque personne qui était mineur étranger isolé pouvait faire venir au titre du regroupement familial toute sa famille en France. C'est le gouvernement actuel qui l'a décidé, c'est pas les juges, c'est pas la CEDH, c'est la responsabilité du gouvernement. Alors maintenant, il faut arrêter de se cacher derrière des excuses, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et il faut agir enfin sur ce sujet fondamental. Allez, brièvement, il nous reste 30 secondes. Oui, je vais aller droit au but. Gérald Darmanin a dit hier à l'Assemblée nationale, la liberté d'expression est totale, même quand ça gêne. Il a répondu à Bruno Retailleau qui lui disait que fallait une forme de respect dans la liberté d'expression et dans les caricatures. Faut être ferme ou pas ?
Et bien sûr, la liberté d'expression doit être totale et il n'y a aucune raison... Donc vous êtes du côté Gérald Darmanin? Non mais je crois qu'on a mal compris ce qu'avait voulu dire Bruno Retailleau et je ne crois pas qu'il y ait chez Bruno Retailleau la moindre compromission avec l'islamisme. Il est absolument clair aujourd'hui que ce que nous devons répéter, quoi qu'il arrive, c'est qu'on ne découpe pas un professeur en deux parce qu'il a montré en cours des caricatures. Et donc on les montre le 2 novembre? Et l'islamophobie, je le dis, je le répète, l'islamophobie est un concept dangereux qui voudrait réinstaurer le délit de blasphème au profit d'un droit à ne pas être offensé. Il n'y a pas de droit à ne pas être offensé. Bon, la liberté d'expression, elle a ses excès peuvent être blessants. Je le redis ici, on en avait déjà parlé à votre antenne. Quand on est blessé par les excès de la liberté d'expression, on peut les contester, on peut y répondre, on peut porter l'affaire en justice si on se sent offensé, mais on ne s'attaque jamais par la violence à celui dont on les montre lundi. On les montre lundi en classe. On les montre lundi en classe. Je pense que la liberté d'expression, elle doit être totale. Je pense qu'elle s'exprime d'ailleurs dans bien autre chose que des caricatures. Mais encore une fois, ne faisons pas l'amalgame entre celui qui dessine et celui qui tue. Il y a quelque chose de dramatique dans cette dérive actuelle. L'islamophobie ne tue aujourd'hui que ceux qui en sont accusés. C'est ce qui est arrivé à Samuel Paty. Et moi, je m'inquiète beaucoup de voir revenir sur la table l'idée d'une deuxième loi Avia. La loi Avia qui avait été censurée par chance. Et le Conseil constitutionnel, il sert aussi à ça. Elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle attentait à la liberté d'expression. Elle attentait à la liberté d'expression au nom de quoi? Au nom de la lutte contre l'islamophobie, entre autres. Celui qui aurait pu être condamné par la loi Avia, c'est Samuel Paty s'il avait mis son cours sur les réseaux sociaux. Et moi je dis qu'aujourd'hui, il faut défendre la liberté d'expression, même quand elle choque, même dans ses excès, il faut la défendre contre tous ceux qui voudraient nous réduire au silence par la violence. Il n'y a aucune concession à faire à l'islamisme. Nous avons une manière de vivre à défendre, un modèle de société, une civilisation. La liberté de conscience en est le cœur et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains. Nous sommes un peu en retard. Il est déjà 8h dans un instant de journal d'Arthur Delaborde.